Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast. C'est un plaisir de vous retrouver. Nouvel épisode aujourd'hui, encore une fois tout seul sur mon tapis chez moi. J'ai modifié caméra micro. L'épisode précédent, je sais le micro est bon, la vidéo un petit peu moins. J'essaie de faire des tests. Là, je suis repassé avec téléphone et mes micros sans fil. Euh, Prochaine étape, c'est d'investir dans une meilleure webcam pour pouvoir tout faire directement sur ordinateur. Mais bon, je fais au mieux, c'est les débuts. Vous m'excuserez. Donc, nouvel épisode aujourd'hui pour discuter de compétition de bodybuilding, notamment pour les personnes qui aimeraient s'y lancer et préparer ça. Euh, je vais revenir sur mon expérience à moi, vu que j'ai passé mon année, j'ai passé 7 mois en préparation pour faire une compétition et j'ai fait 2 compétitions cette année. Revenir un peu sur les choses à s'attendre. Je compte vraiment parler du réel, de ce qui se passe vraiment pour ne pas se lancer là-dedans à la légère. Avant ça, laissez-moi le temps de me présenter. Donc, je m'appelle Adrien, je suis coach en ligne, j'aide des gens à atteindre leurs objectifs physiques, que ce soit de la prise de muscle ou de la perte de poids. Et j'ai actuellement des personnes qui visent justement cet objectif de compétition, alors pas pour tout de suite, dans quelques années. Et c'est évidemment des discussions que j'ai avec eux, donc de par mon expérience, de les préparer un petit peu. Alors, je veux pas les refroidir ou les empêcher de faire ça. C'est un super objectif et moi, je me ferai un énorme plaisir de les accompagner là-dedans. Mais c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, je me suis fait une petite liste des points à aborder. La première chose, quand on veut se lancer dans une compétition de bodybuilding, il y a plusieurs questions à se poser. Déjà, pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? C'est important d'avoir un vrai pourquoi. Parce qu'en fait, une compétition de bodybuilding, les gens le savent, ils savent que tout le monde sait que ça va être dur. Euh, je pense que vous sous-estimez à quel point une compétition est compliquée. Euh, on peut se dire c'est juste une sèche longue, etc. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui le vivent bien, d'autres qui le vivent moins bien. Euh, mais de mon expérience et de également l'expérience des autres, parce que j'ai pu discuter avec beaucoup de gens qui ont qui ont fait des compétitions cette année, il y a vraiment de tout. Et ça a été facile pour personne. Il y a des gens pour qui ça s'est bien passé, d'autres pour qui, enfin beaucoup pour qui ça s'est mal passé, surtout pour une première. Mais dans tous les cas, ça a toujours été plus dur que ce qu'on avait imaginé. Donc en fait, c'est important déjà d'avoir ce pourquoi je me lance là-dedans. Euh, Ça peut être pour soi-même. Avant de faire ces compétitions, moi j'étais vraiment en mode. En fait, j'ai toujours une mentalité de compétiteur. Et vu que je me donnais à fond dans ce sport, enfin que j'y passais beaucoup de temps, que j'avais, je trouve, un bon niveau pour mon âge, et qu'en plus, cette année, c'était la dernière année de mes 23 ans, donc pour la catégorie junior, je me suis dit, bah, c'est le moment, pourquoi pas tenter quelque chose, ça fait longtemps que je fais de la muscu, j'ai envie de me tester. Donc moi, au début, j'y allais vraiment avec cette idée de pour gagner. Et, et en fait, c'est tout, finalement. J'avais pas. C'est vraiment juste en mode, ok, on va le faire, je ferai ce qu'il y a à faire et je vais tout faire pour me donner mes chances et gagner. Il y a aussi beaucoup de gens, et à ce moment-là d'ailleurs, j'en ai beaucoup de gens qui disaient qu'ils le faisaient plus pour le challenge, l'expérience. Et je trouvais ça un petit peu nul à l'époque. Je me disais, quel intérêt de faire tout ça si, en fait, j'étais tellement dans ma vision de il faut que je le fasse pour gagner qu'en fait, quand j'entendais des gens me dire, bah moi je vais faire une compétition, mais je m'en fiche du résultat, c'est plus pour l'expérience, j'y arrivais vraiment pas à comprendre. Euh, et en fait, au fur et à mesure de la prépa, ma mentalité a un petit peu changé. Alors, évidemment, j'y allais toujours pour gagner, mais en même temps, j'apprenais un peu plus à me dire, bah justement, j'y allais un peu plus pour l'expérience, c'est-à-dire me prouver que j'étais capable de m'imposer une discipline aussi énorme qu'il le faut pour atteindre cet objectif de compétition. C'est un peu, je pense, les deux raisons qui peuvent lancer les gens. Parce qu'à la base, on se dit, bah voilà, je fais beaucoup de muscu,
Pourquoi pas faire de la compétition? Finalement, c'est comme des gens qui feraient beaucoup de... Enfin, en fait, dans tous les sports, finalement, quand on fait du sport en club, il y a quasiment tout le temps des tournois, des matchs, de la rivalité, de la compétition. Dans le bodybuilding, bah, il y a beaucoup de gens qui font de la muscu. Et en fait, si tu veux te comparer aux autres, bah, faut que tu passes par... Bah, après la musculation, moi, j'avais vraiment resté dans le bodybuilding parce que la musculation, il y a plein de branches. Il y a la force athlétique, l'haltérophilie, street, etc. Je vais vraiment parler de bodybuilding, moi, de culturisme. Et donc, c'est un peu la voie de compétition hein, qui est de faire une compétition de bodybuilding. Et ça impose vraiment une très très grosse discipline sur le long terme. Je pense que, si on devait le comparer aux autres sports, euh, alors je ne connais pas forcément les préparations pour des grands championnats pour tous les sports, mais en tout cas, je pense qu'une préparation de compétition de bodybuilding fait certainement partie des plus, euh, peut-être pas compliquées, mais en tout cas des plus indulgentes, rigoureuses, parce qu'en fait, ça va durer extrêmement longtemps. Il y a très peu de sports, à ma connaissance, où le mec se prépare pendant 6, 8 mois. Enfin, 8 mois, c'est quand même beaucoup, mais on va dire entre 6 et 7 mois de, à être tous les jours à fond pour cet objectif. Tous les jours à respecter ses pas, à faire son cardio, ses entraînements, à suivre sa diète à la calorie près, à bien dormir, tout ça en étant très fatigué, possiblement en alliant un travail à côté. C'est, en plus, on est amateur. C'est-à-dire que on s'impose tout ça, on ne gagne rien. Il n'y a rien à gagner quand on est amateur. Euh, Ce que tu peux gagner, c'est devenir pro et tu gagnes de la whey, tu gagnes de la protéine en poudre. Et après, quand tu es pro, tu peux avoir le droit à des cash prizes. Mais en fait, là, en amateur, cette année, il y a énormément de monde en amateur, du coup, qui se sont imposés tout ça pour gagner uniquement de l'expérience, possiblement une médaille. Euh, donc, c'est pour ça que c'est important de le faire pour soi-même, d'avoir une vraie raison, de ne pas faire ça pour la hype, pour le fun, pour le prouver à des gens, parce que ça va vraiment être long, ça va être compliqué, vous allez passer par plein de phases, et je pense que c'est important de, quand ça va pas trop bien, de pouvoir se dire ok, il ne faut pas que je lâche parce que, et là vous avez votre pourquoi. Donc c'est, je pense, vraiment important de réfléchir à ça en amont et de vraiment pas prendre ça à la légère. Euh, Maintenant, une fois que vous avez décidé que vous allez vouloir faire cette compétition, assurez-vous, euh, même si vous le faites pour l'expérience, moi je vous conseillerais quand même de vous assurer d'avoir un minimum de masse musculaire. C'est-à-dire que si vous voulez faire une compétition, mais que vous n'êtes pas hyper musclé, euh, je ne pense pas que que vous serez satisfait sur scène. Euh, Laissez-vous le temps de faire la masse musculaire. Alors bon, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je pense que de faire une compétition trop tôt, ça peut peut-être vous dégoûter parce que bah, si vous n'êtes pas réellement prêt, vous ferez forcément une mauvaise place. Vous aurez des retours qui ne seront pas forcément super positifs. Vous verrez les photos, vous vous trouverez mince à côté d'autres gars, ça peut vous dégoûter. Euh, donc je peux vraiment que vous conseiller de vous lancer là-dedans en ayant pris le temps d'avoir construit de la masse musculaire. Maintenant que vous avez fait le choix de faire cette compétition et que vous êtes lancé dans le process, il va falloir... je vais vous expliquer un peu comment ça se passe pour vous mettre un peu dans la peau et vous préparer à tout ça. Il y a des choses... alors, il y a plusieurs manières de faire, mais de manière générale, une prépa de bodybuilding, ça peut durer... alors, quand c'est la première, en plus, il vaut mieux voir quand même un peu plus large, parce que l'idée, c'est quand même d'arriver prêt. On ne connaît pas votre poids de scène, c'est-à-dire que le poids, on imagine quel kilo, quel poids vous allez faire sur scène. Très souvent, ce sera surestimé. Par exemple, moi, au tout début, on s'était dit 70, je serais bien. On avait vu qu'on savait que ce serait surestimé.
On avait revu un petit peu à la baisse, on s'est dit ok peut-être, non je crois qu'on s'est dit 72, quelque chose comme ça. On s'est dit ok 70 au moins on sera large. Et finalement, sur scène j'étais à 67 et même là c'était pas assez. En fait j'aurais peut-être dû atteindre les 65, 64 possiblement. Alors il me manquait plus grand chose, mais il manquait un peu quand même pour être vraiment sec. Mais on reviendra plus tard sur mon expérience à moi, sur comment ça s'est passé. Euh, donc en termes de durée, pour une première compétition en tout cas, je pense, alors ça dépend également du poids de départ. Je déconseille également de commencer une préparation en étant trop gras. Et je le dis d'expérience car j'ai commencé à 92 kg, j'ai perdu 25 kg en 7 mois. Et c'était pas assez. Faites un mini cut avant, gérez bien votre prise de masse, ce qui n'a pas été mon cas. Par ma faute à moi, hein, pas celle de mon coach. Prévoyez, enfin faites en sorte de commencer. En fait, si la compétition est en septembre, faites en sorte de n'avoir que peut-être 15 kilos à perdre. Ça peut être, c'est largement bien. Si vous pouvez même faire moins, faites moins. Je sais qu'il y a des gens qui ont aucune difficulté à être et rester sec. Ce sera, en fait, faites en sorte de vous faciliter cette prépa parce que ça va vraiment être long, compliqué et épuisant. Et en fait, plus ce sera long, plus ce sera compliqué. Par rapport, du coup, une fois que vous êtes rentré dans cette prépa, on va dire qu'elle va durer entre 5 et 7 mois. 7 mois étant vraiment comme une fourchette haute, mais on va dire 6 mois pour trancher. Il y a plusieurs façons de faire. Ça dépend des gens, mais de manière générale, préparez-vous à avoir un plan strict. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, sur le début, vous pouvez garder une certaine flexibilité. C'est-à-dire manger les aliments que vous voulez, changer très régulièrement d'aliments. Sur le début, ça ne changera aucun souci, surtout si vous avez l'habitude de faire ça. Mais arrivera un moment, je pense peut-être à 2 mois avant, où va falloir avoir quelque chose d'un peu plus strict et d'avoir les mêmes aliments quasiment tous les jours. Vous pouvez changer potentiellement un petit peu les légumes, quelques petites choses. Mais en fait, il va falloir standardiser la nourriture, standardiser l'eau pour optimiser la digestion. Préparez-vous également. Alors encore une fois, ça dépend. Au début, ça peut être négociable. Sur la fin, ça ne le sera plus. À ne pas avoir d'écart de repas, de resto. Si c'est l'anniversaire de votre mère 2 mois avant votre compétition, il faudra dire à maman qu'il faudra ramener le tupperware. Encore une fois, ça dépend. Si vous êtes déjà prêt, bon, en même temps, si vous êtes prêt, enfin bref. Il y a toujours des si et des choses qui peuvent être adaptées, hein. Mais je parle d'une manière générale. Donc il va falloir se préparer à tout ça. Niveau alimentation, moi pour mon cas, ça s'est fait relativement bien. Il va falloir commencer et vous verrez que vous allez rapidement choisir les aliments les plus optimaux. Vous verrez que les pommes de terre vont très vite arriver pour remplacer les pâtes. Les légumes, vous allez également réfléchir au plus rassasiant. Pour ma part, ça a été surtout... alors au début, moi, c'était les carottes, parce que le côté croquant me rassasiait plus. Mais les carottes étant assez caloriques, à un moment, je suis passé sur les radis. Les radis, je crois, il y a 20 calories ou 100 grammes, quelque chose comme ça. Radis, concombre, c'était vraiment super. Manger des pommes également, les pommes très important. Moi, je sais que le midi, je mangeais une pomme avant mon plat. Ça permettait avec les fibres, etc., de ralentir la digestion et ça me calait énormément. Boire beaucoup d'eau aussi. Enfin, vous verrez que vous essayerez de tout optimiser pour faire en sorte que votre satiété soit satisfaite et en même temps que ce soit bon. Mais donc voilà, préparez-vous à devoir dire non à des sorties. On vous proposera certainement des sorties, des restos, des occasions sociales, des repas de famille. Là, à ce moment-là, deux choix s'offrent à vous. Soit vous acceptez et vous ramenez votre tupperware, ce qui peut bien se passer si les personnes comprennent, vous soutiennent, etc. Mais notamment chez de la famille qui peut être un peu plus âgée, ça peut également faire bizarre
Ça va vous regarder bizarre, ça peut vous juger, ça peut être très particulier. Et honnêtement, quand on est en préparation et qu'on est fatigué physiquement, c'est vraiment pas ce dont on a envie. Euh, donc, vous ferez votre propre expérience. Mais c'est un choix qui. Enfin, faut pas avoir peur de dire non. Moi, c'est ce que je préférais faire. Ça m'est arrivé quelques fois dans mon tupperware et c'est très fatigant. C'est très pesant mentalement. Je me souviens que je l'ai fait une fois. C'était en mai, je crois. Donc, on va dire à milieu de prep. J'allais chez des gens, il y avait un anniversaire. J'ai ramené mon tupperware. Et en soi, niveau faim, ça allait. J'avais pas forcément faim. Parce que eux, ils mangeaient autre chose. Il y avait du dessert, il y avait plein de choses. Mais en fait, c'est très fatigant mentalement. Vous voyez la nourriture passer. En plus, vous êtes déjà fatigué de base. C'est vraiment très usant. Alors moi, on m'a pas fait de remarques parce que c'est des gens qui comprenaient et qui me soutenaient. Mais si ça n'avait pas été le cas, euh, ça aurait été encore plus démoralisant, si on veut. Donc ça va être des choix qu'il va falloir prendre et qui peuvent être vraiment importants parce que il suffit d'une journée où vous dites bah allez, je vais tester, je vais faire repas de famille, j'ai mon tupperware. Ça se passe pas très bien, vous sentez que vous n'êtes pas soutenu, qu'en plus on essaie de vous tirer vers le bas, parce que c'est possible, hein, ça arrive chez certaines personnes, euh, ça peut être très compliqué. Hein. Partez vraiment du principe que vous allez être fatigué et tout le temps pas à même de prendre des réflexions, oui des réflexions, des choix clairs, ça peut être compliqué. Donc la vie sociale, ça va être quelque chose qui va pas forcément falloir mettre de côté, mais en fait, enfin, forcément un petit peu que si. Vous pouvez très bien aller boire un verre avec des gens, mais en fait, déjà, vous n'aurez pas forcément l'énergie. Niveau diète, vous devrez suivre votre diète. Niveau temps, selon où vous en êtes, peut-être que vous n'aurez même pas le temps, parce qu'en fait, si en plus vous avez un travail, possiblement, faut aller au travail, faut aller s'entraîner, peut-être qu'il faut aller faire les pas, peut-être qu'il faut faire du cardio, et en fait, vous n'avez pas forcément le temps de faire des trucs. Et moi, je sais que, par exemple, la semaine, j'avais mon travail, je faisais mes entraînements, mon cardio, je faisais un maximum de pas. Et en fait, le week-end, alors j'avais aussi des entraînements et des pas, enfin et du cardio, mais il fallait en plus que je rattrape les pas de retard de la semaine. C'est-à-dire que la semaine, je tournais peut-être vers les 14 000 et le week-end, je devais me taper samedi 20 000, dimanche 20 000 pour que sur la moyenne de la semaine, j'ai mes pas. Euh, donc en fait, vous n'avez pas vraiment le temps. Vous n'avez pas vraiment le temps pour vous. Euh, alors, encore une fois, ça peut changer des gens. Il y a des gens qui auront moins de cardio, moins de pas que moi à faire, et d'autres peut-être même plus. Je vous le souhaite pas, mais bon, ça peut être le cas. En fait, il faut être prêt que peut-être la sèche va devenir compliquée et il va falloir vivre quasiment que pour ça. Euh, mais en même temps, parce que dit comme ça paraît chiant, démoralisant. En même temps, c'est cool parce que toute la journée, vous êtes drivé par votre objectif. Vous savez pourquoi vous le faites. Les collègues ils ramènent des gâteaux, vous en prenez pas, en fait ça fait chier, mais en même temps vous êtes satisfait. C'est à la fin de la semaine, en fait toute la semaine, tous les soirs, vous êtes crevé, enfin c'est chiant. Mais en fait à la fin de la semaine quand vous faites le bilan, que vous voyez que le poids a descendu, que le physique s'est amélioré et que vous avez tenu tout ce que vous deviez tenir, et ben en fait il n'y a rien de plus satisfaisant et gratifiant que ça. C'est vraiment en réalité, c'est vraiment un sentiment qui est vraiment agréable. Hein. J'ai eu des semaines qui étaient très compliquées, qui étaient vraiment très dures. Il y a eu des semaines sur la fin où j'étais vraiment en mode pourquoi je fais ça, pourquoi je n'arrêterai pas. Mais en fait, j'ai tenu. Et à la fin de la semaine, quand la fatigue redescend un peu, et ben, on est vraiment super content d'avoir fait le taf, encore plus dans des conditions extrêmes. Et là, on en revient justement un peu à l'expérience. Euh, c'est vraiment une super expérience que de s'imposer ça en réalité. C'est, ça peut être pour moi une raison suffisante de faire ça pour l'expérience, même si je vous conseille d'avoir quand même en tête d'y aller pour gagner. Euh, en fait, il faut se dire, j'y vais pour gagner, mais en même temps, peut-être que je vais pas gagner. Mais en fait, il faut que je gagne. Enfin, vous voyez, faut être prêt à ne pas gagner, mais en même temps se dire, c'est impossible que je gagne pas. C'est vraiment
C'est vraiment important. Autre chose également à avoir bien en place avant de lancer une compétition, c'est l'environnement, l'endroit où vous habitez, les gens avec qui vous habitez, votre salle de sport, votre coach, les gens qui vous soutiennent. Parce que il suffit que ça se passe pas très bien dans votre environnement et ça peut rendre la chose vraiment très compliquée ou inversement. Euh, Faire une préparation de bodybuilding, ça implique de ne plus sortir, vous êtes fatigué, vous avez plein de choses à faire. En fait, si par exemple vous vivez avec votre compagne, il faut qu'elle soit prête et qu'elle vous soutienne vraiment, parce qu'en fait, il y aura plus de sorties resto pendant plusieurs mois, vous serez fatigué. On peut également parler de la baisse de libido. Arriver à un moment, ça dépend des gens, quand on perd du poids, il y a des adaptations qui se font, et enfin, notamment hormonales, et la baisse de libido en est une. Il y a des gens, ça arrive plus ou moins tôt, plus ou moins tard chez des gens. Moi, je sais que c'est arrivé relativement tôt. Bon, ça va, j'ai pas de soucis, j'ai pas de, j'ai pas de copine. Mais faut être prêt à ce que, en fait, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie, et ça peut, si déjà dans votre couple ça allait moyen, et de se lancer là-dedans, ça peut vraiment tout flinguer. Donc, faites en sorte de vraiment avoir des gens qui vous soutiennent dans l'idéal, mais au moins qui vous tirent pas vers le bas. Euh, Pareil pour la salle de sport, pour les proches, essayer d'avoir des gens. Parce que moi, moi, je me suis retrouvé dans une ville où je connaissais plus ou moins personne. Parce que j'avais déménagé dans une autre ville où je connaissais personne à la base, j'ai appris à connaître du monde, etc. Et en fait, quand j'avais vraiment besoin d'aide, finalement, j'ai appelé des gens de la ville où j'étais avant parce que j'avais besoin de soutien. Et c'est des gens que je savais que je pouvais appeler, qui allaient me soutenir et m'aider. Donc l'environnement, on peut faire sans, si de base vous êtes quelqu'un d'assez solitaire, euh, mais ça peut être quand même un gros avantage d'avoir des gens sur qui compter et qui seront là pour vous soutenir, notamment dans les moments durs. Autre chose, parce que oui, je parle de l'entraînement, du cardio, des pas. Euh, Votre temps, il va aussi falloir le consacrer à autre chose. Le posing, très important, assez négligé par beaucoup de gens, même en pro finalement. C'est un truc qui, alors, de moins en moins j'ai l'impression, en fait, il va falloir travailler son posing. C'est-à-dire, quand vous faites votre double biceps, ok, là vous le faites. Est-ce que vous levez vos coudes ici, vous les mettez là? Comment je mets mes poignets, comment je mets mes jambes? Il y a énormément de détails à revoir. Alors, il y a des bases évidemment qui peuvent être plus ou moins les mêmes pour tout le monde. Mais après, il y a des détails selon votre morphologie, vos points forts, vos points faibles, les transitions. Il y a les poses qui sont les poses imposées. Ensuite, il y a la routine libre. Ça demande beaucoup de temps. Euh, Moi, ça fait des années que je m'intéresse à ça. J'ai commencé avec mon coach fitness qui lui avait pris des cours de posing, qui m'a appris les bases. Ensuite, j'ai pris un coach de posing. Ensuite, j'en ai pris un autre plus régulièrement. Il faut vraiment des mois et je vous conseille ça de commencer avant la prépa même, commencer le plus tôt possible à bien travailler votre posing et avoir des bonnes bases. Et ensuite, pendant la prépa, avoir quelque chose de plus régulier avec des cours et des visios pour revoir les détails et le travailler un peu mieux. Ça va prendre du temps. Sur la fin, moi, je sais que je faisais posing tous les jours, ou au moins à chaque fin de séance, plus le week-end, plus j'avais un appel toutes les 2 semaines d'1 heure avec mon coach de posing. Donc ça prend du temps, c'est très fatigant également. Prenez le temps, enfin en fait c'est chiant parce que il faut bien faire la pause, il faut la tenir longtemps, c'est très physique, fatigant. Quand en plus de base on est fatigué, forcément ça rajoute ça. Euh, et c'est, je pense, un point très négligé, mais qui peut être très important et faire une très grosse différence sur scène. Donc je vous conseille de vraiment commencer à travailler ça le plus tôt possible, avant la préparation. En fait, dès maintenant, si vous savez que vous voulez faire des compétitions dans 1, 2, 5 ans, peu importe, commencez dès maintenant à vous concentrer et à travailler sur le posing. C'est mieux de le faire maintenant parce que vous n'êtes pas fatigué par la prépa. Donc commencez le posing le plus tôt possible. Moi, mon coach de posing pendant cette prépa, c'était
Manaël, manaël.posing sur Instagram, que je recommande. Ça s'est très bien passé et puis j'étais très content de mon posing sur scène. Autre chose à préparer pour ces compétitions, le prix. Alors pas le prix à gagner, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a, a, rien à gagner quand on est amateur, à part une carte pro et de la protéine en poudre. C'est un prix en soi pas si, enfin, comparé à d'autres sports, pas forcément aussi cher que ça. Mais je vais vous dire combien moi j'ai payé pour mes compétitions. Enfin, je vais plutôt vous dire combien j'ai payé pour ma compétition qui est WNBF France. En premier, il faut payer la licence. La licence, elle est valable 1 an, je crois bien. Moi, elle m'a coûté 69 euros. Ensuite, les inscriptions pour les catégories. Moi, j'ai fait 2 passages. Je suis passé en junior et en open. Les deux, j'ai payé 209 euros. Je passais le dimanche, j'avais des amis qui passaient le samedi. J'ai également dû payer ma place spectateur pour le samedi, malgré le fait que j'étais compétiteur le dimanche. 29 euros. Il faut également payer le polygraphe. Donc ça, c'est WBF, le test, un test de mensonge pour prouver dans un premier temps qu'on est naturel. 69 euros. Ensuite, il y a le TAN, c'est le bronzage qu'on nous met à remonter sur scène. 90 euros. J'ai également pris un pack photo parce que c'est toujours sympa d'avoir des belles photos prises par un bel appareil, etc. J'ai payé 90 euros. Alors il y a plusieurs formules, mais moi j'ai payé 90 euros. Également Airbnb à louer. Nous on est arrivé, je crois, le jeudi et on est reparti le lundi matin. J'ai plus aucune idée du prix, mais j'ai dû payer bien quelque chose comme 40 euros. C'était un gros Airbnb, on était peut-être 6 ou 8 dedans, 6 je crois. J'ai plus vraiment le prix, mais voilà. Et tout ça, ça fait 600 euros. Ça, c'est vraiment juste le week-end de la compétition. À tout ça, il faut rajouter potentiellement coach de posing. Ça varie selon les mois, l'offre que vous prenez. Le coach fitness, parce que je peux que vous conseiller de vous faire accompagner par un coach pour faire une compétition. Malgré toutes les connaissances, les compétences que vous pouvez avoir, c'est très compliqué, déjà dans un premier temps, d'être objectif envers soi-même, et encore plus dans le cas d'une compétition, parce que vous allez être fatigué, vous serez... En fait, moi, il n'y a pas un jour où j'ai trouvé mon physique bien. Enfin, si, c'est arrivé quand même de temps en temps, mais de manière générale, il n'y a pas un jour où je trouvais mon physique vraiment bien, vraiment prêt. Et si j'avais pas un coach sur qui m'appuyer, j'aurais vraiment changé plein de trucs. Donc, il faut rajouter ça en prix. Il faut également acheter un slip de posing. Bon, ça va coûter entre 30 40 euros. Pour les hommes, c'est pas forcément trop cher. Potentiellement d'autres petits à côté, des élastiques pour pump. Je sais pas trop ce qu'il y a d'autre. D'autres choses potentiellement, peut-être que sur place vous achèterez un t-shirt. Voilà, il y a plein d'autres choses que je réfléchisse. Non, ça me paraît plutôt tout. Donc voilà, pour le week-end de la compétition, j'en ai eu du coup pour 600 euros. Et après, il faut rajouter sur tous les autres mois d'avant le coach fitness, le coach posing, acheter un slip, etc. Donc c'est un budget. En fait, ça fait beaucoup d'un coup. Mais si on le compare à d'autres sports, c'est pas forcément si cher que ça. Enfin, je veux dire, quand vous faites par exemple du foot, faut acheter une paire de chaussures, des crampons, peut-être des maillots de temps en temps, la licence également. Bon, le foot, c'est pas forcément là où il y a le plus d'accessoires à acheter, mais je sais pas, par exemple, si vous faites du hockey sur glace, il faut racheter des lames, des tenues. Enfin, il y a plein de sports où en fait, ça faut acheter, mais c'est plus sur la durée. Alors que là, ça rend beaucoup d'un coup, puisque forcément, il y a les déplacements, puis c'est une compétition, quoi. Mais c'est quelque chose à prendre en compte, finalement. Le jour J, le jour de la compétition, quelque chose que je peux également vous conseiller de travailler en amont, ça va être de gérer son stress. Alors moi, de manière générale, ça va, même si je sens qu'en fait j'ai des soucis de rétention d'eau, enfin des soucis, et je fais de la rétention d'eau au fur et à mesure de la journée, j'ai l'impression, mais je me sens pas forcément stressé. Mais je peux que vous conseiller dès maintenant, enfin si vous voulez faire de la compétition encore une fois, d'apprendre à gérer votre stress, faire de la respiration. Il y a plein d'exercices qui existent parce que ça peut vous aider sur plein de choses. Votre stress,
au moment du week-end qui vous permettra de être mieux sur scène, gérer votre rétention d'eau justement, être calme. C'est vraiment un gros plus. En fait, si de base vous êtes stressé, ça peut être très compliqué le jour de la compétition. Euh, Constipation, rétention d'eau, sur scène vous n'arrivez pas à bien gérer, vous paniquez dans les backstage. Apprenez à gérer votre stress, ça peut vraiment vous aider. Euh, et après, sinon, le jour J, du coup, par rapport plus à mon expérience, c'est quand même relativement cool. Je vous conseille d'y aller avec du monde. Euh, Déjà, avoir du monde en backstage. Donc, potentiellement, vous aurez votre coach, peut-être d'autres amis si vous faites de la compétition avec d'autres gens. C'est vraiment cool parce que comme ça, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez des gens avec qui discuter, des gens qui peuvent suivre les passages, votre heure, etc. pour vous. Ça vous décharge encore une fois du stress et ça peut être vraiment très intéressant. Ensuite, le passage sur scène. Pour votre première année, je vous conseille de faire potentiellement 2 compétitions. Celle où il y a l'échéance que vous préférez et une autre une autre avant qui n'a pas forcément trop d'intérêt pour avoir une première expérience. Ce que ça fait d'être sur scène, ce que ça fait d'être tanné, ce que ça fait d'avoir des gens qui nous voient en slip, d'avoir un mec qui nous dit quart de tour à droite, etc. Je pense que si vous voulez mettre vos chances de votre côté pour votre vraie échéance, c'est forcément un plus de faire une première compétition avant. Également, il y a la peak week que vous pourrez tester à ce moment-là. C'est mieux de la tester en amont plusieurs fois pour trouver la bonne. C'est des coûts en plus forcément pour payer une autre compétition, mais ça peut être intéressant. Et sinon, du coup, pour l'expérience de scène, pour ce qui est de mon expérience à moi, j'ai trouvé ça cool. Je me suis pas du tout senti stressé, submergé ou quoi. Je suis arrivé sur scène, j'ai fait mon posing. Justement, je l'ai tellement enfin, oui, je l'ai énormément bossé pendant la prépa. Et du coup, je faisais mes pauses, elles étaient bien. J'écoutais ce qu'on me disait, j'étais concentré dans ma bulle, paf, je faisais mes pauses. Et, euh, et ça s'est bien passé. Donc, ça passe très très vite. Ça passe vraiment très très vite quand on est sur scène, mais c'est vraiment très cool. Puis après, bon bah, quand tu es de scène, il y a vos proches, etc. C'est toujours un bon moment. Et ensuite vient l'après-compétition, qui est également très important euh, c'est très important de bien le gérer. Psychologiquement, physiquement, en fait, vous venez de passer 6 mois à ne vivre presque que pour ça, pour ce moment-là qui a duré 10 minutes, même pas 5 minutes sur scène. Et là, d'un coup, c'est fini. Alors, 2 options. Soit vous avez gagné et vous pouvez refaire des compétitions après. Et dans ce cas-là, eh ben, vous pouvez rester motivé possiblement. Ou là, vous n'avez pas gagné, c'est fini. Et là, c'est vraiment fini, fini. Et en fait, vous avez un sorte de vide qui peut se créer parce que vous venez de passer des mois pour un objectif. Là, c'est fini. Et en fait, si vous n'avez pas pensé à ça avant, vous vous retrouvez un peu à vous demander bah, qu'est-ce que je fais maintenant. Donc ça, pareil, très important, pendant la préparation le plus tôt possible. Projetez-vous dans l'après-compétition et dites-vous, c'est quoi mon objectif pour après. C'est très important parce que après, une fois qu'on est un peu redescendu post-compétition, ça peut être compliqué de se retrouver des objectifs. Posez-vous ces questions-là avant. Pour ma part, alors, je commençais déjà à travailler sur mon côté coaching, mais je me disais, ok, après compétition, je m'y mets vraiment à fond. Et du coup, j'avais déjà cet objectif, je me suis mis à bosser pas mal, etc. Mais des gens qui ne savent pas forcément, enfin, qui n'y réfléchissent pas, qui pensent que à la compétition, une fois que la compétition est finie, vous pouvez vraiment vous retrouver avec un vide. J'ai pas envie d'utiliser le mot dépression parce que c'est un petit peu gros, mais être dans un état un petit peu potentiellement dépressif euh, après. Surtout que j'ai pas parlé de l'isolation pendant la prépa, j'y reviens rapidement. Pendant la prépa, vous serez fatigué, vous avez plein de choses à faire, vous allez avoir envie de vous isoler. Enfin, ça dépend forcément des gens, mais la plupart des gens avec qui je discutais, on avait vraiment envie de s'isoler parce que on est fatigué, on n'a pas envie de parler avec les gens. Moi, je sais que j'allais à la salle, je disais bonjour rapidement, je me mettais sur mon vélo, je parlais pas en fait. J'avais pas envie de parler avec les gens parce que
on n'a pas d'énergie, on n'a pas envie, on est fatigué, on a plein de choses à faire. Vous allez avoir tendance à certainement avoir envie de vous isoler. Et on revient sur l'environnement, c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens qui potentiellement viennent prendre de vos nouvelles régulièrement, qui s'occupent de vous. Voilà, ça peut être important. Donc en fait, sur ce post compétition, mentalement, ça peut être compliqué de se remettre dans une routine. Et moi, je sais que ça a été mon cas. J'ai vraiment perdu toute ma discipline les premières semaines. C'est-à-dire que j'ai passé 7 mois à faire ma prépa. Ça a été très très dur sur la fin. J'ai pas été satisfait des résultats. Euh, et en fait, j'en avais tellement marre, j'étais tellement saturé du cardio, des pas, etc. qu'en fait, quand ça s'est fini, eh ben, j'ai tout relâché. J'ai arrêté de marcher, je m'entraînais vite fait, euh, je mangeais énormément et du coup, j'ai repris énormément de poids très rapidement parce que j'ai absolument tout lâché. Et parce que sur le moment, on va aussi parler de la relation avec l'alimentation. Sur le moment, vous pouvez vous dire, ok, post-compétition, je vais essayer de me gérer, je vais faire ça, ça, ça. Euh, ça va, ça peut être très compliqué. Alors, moi, en plus de base, je suis quelqu'un d'assez gourmand, qui a déjà de base des difficultés avec l'alimentation. C'est pour ça que j'ai commencé ma prépa beaucoup trop gras, parce que j'ai toujours eu du mal à me gérer. Enfin, j'ai des soucis, on va dire. Et même des gens, donc du coup, forcément, j'avais un terrain propice à ce que ça se passe mal. Mais en fait, même des gens qui de base n'ont pas d'appétit, ne sont pas attirés plus que ça par l'alimentation, à la fin de la prépa, peuvent se retrouver à avoir des comportements, à faire des crises d'hyperphagie, ce genre de choses, avoir envie de dégommer plein de beignets d'un coup, de manger plein de choses. Et en soi, c'est normal. C'est normal dans le sens où c'est pas qu'une question de mental et de discipline. Votre corps est dans un état de stress. Ça fait des mois qu'il est en mode survie. Vous l'avez amené à un physique très très sec. Hormonalement, il n'y a plus rien qui va. Votre cerveau, tout ce qu'il veut, lui, c'est manger parce que pour lui, vous êtes en danger finalement. Donc en fait, c'est normal les semaines après les compétitions, quand vous voyez de la nourriture, vous ayez envie de tout dégommer. C'est tout à fait normal et il ne faut pas s'en vouloir ou quoi. Ce qu'il faut, c'est quand même réussir à se mettre un plan, et ça, il faut y réfléchir en amont, se dire, ok, j'aurai le droit à tant de calories, tant de repas libres par semaine, je me mets tant d'aliments, mais essayer de se maintenir un minimum de discipline pour ne pas partir en couille, finalement. Et faire comme moi, apprendre, finalement, à retourner au poids d'avant la prépa. Donc, c'est quelque chose, il faut être prêt à ça. Ça peut se passer plus ou moins bien pour certaines personnes. Moi, ça s'est pas très bien passé, voire pas du tout, parce que de base, j'avais un terrain, comme je l'ai dit, qui était pas méga favorable à ça. Mais même si vous n'avez pas de souci avec l'alimentation à l'heure actuelle, il y a des chances que les premières semaines après la compétition, ce soit compliqué. Ça va, ça peut revenir. Il y a des gens avec qui ça peut rester longtemps, mais ça peut revenir au bout de quelques mois. Là, je sens que mon corps, hormonalement, il va mieux. Du coup, je me remets à perdre du poids tranquillement. Euh, et même, encore une fois, c'est important de prendre du poids après la compétition. N'espérez pas garder votre physique de compétition pendant des mois. Euh, vous êtes très sec, votre corps, il n'aime pas vraiment ça. C'est important, les premières semaines, de reprendre plutôt rapidement. C'est en restant vague, mais ça dépend des gens, de votre poids. Mais de reprendre un certain pourcentage par semaine pour retrouver un état de santé convenable. Parce qu'en fait, d'être vraiment trop sec, c'est pas forcément bon pour la santé sur du long terme. Surtout si c'est votre première compétition. Euh, donc voilà, il va falloir reprendre du poids, mais il va falloir également gérer un peu, garder une discipline, garder une structure pour ne pas trop reprendre et tomber dans des gros excès. Euh, et c'est pourquoi là aussi, c'est important de rester accompagné et possiblement de continuer de se faire coacher pour les semaines
voire mois qui suivent la compétition. Ce que j'ai retenu de ces expériences et ces compétitions, au final, je ne suis pas forcément satisfait. En fait, quand j'ai commencé ma préparation, j'imaginais vraiment arriver avec un physique extrêmement shred, extrêmement sec. Euh, et en fait, c'est pas ce que j'ai réussi à amener. Il me manquait quelques kilos. Donc forcément, au début, j'étais assez déçu, j'étais pas content parce que c'est pas le physique que je voulais. Mais après ça, en fait, ça, je m'en suis rendu compte à ma première compétition. Et après ça, quand en fait, je me suis rendu compte que ok, là, il y a du WNBF dans 2 semaines. Non, ou une semaine après, je sais plus. Non, c'est une semaine après. Mon physique pourra pas s'améliorer plus que ça. On a mis des choses en place pour essayer de faire mieux, mais en fait, voilà, mon physique. En fait, je me suis rendu à l'évidence que j'aurais pas le physique que j'espérais. En fait, j'ai pris du recul et je me suis dit, ok, je vais quand même me donner à fond sur les derniers jours pour être satisfait de moi. Et ok, là, quand j'y repense, la compétition en elle-même, ça m'a pas plus fait vibrer que ça. J'ai pas ressenti trop d'adrénaline parce que j'étais pas à la hauteur et que j'étais pas forcément dans le top. Si j'avais un bon physique et que j'étais par exemple dans le top 5, dans le top 3, que je serais resté plus longtemps sur scène, je pense que j'aurais ressenti un peu plus de choses. Euh, Cependant, donc je suis pas forcément très satisfait de l'expérience de la scène en elle-même parce que mon physique n'était pas à la hauteur, mais je garde quand même un, alors un bon souvenir, c'est un grand mot, parce que comme je l'ai dit, il y a des moments qui étaient quand même très compliqués. Si on veut entrer dans les détails, il y avait des soirs où, par exemple, je me mettais sur les dernières semaines. Hein, je me souviens, à un moment, j'étais au boulot, je discutais avec mes collègues. Il se passait rien de particulier, mais en fait, juste, j'étais tellement crevé nerveusement que j'avais envie de pleurer pour aucune raison. Et je sais qu'il y a d'autres jours, pareil, on peut devenir très sensible pendant la prépa. Et les souvenirs en eux-mêmes, c'est pas forcément, comment dire, je suis pas traumatisé non plus, mais je suis pas à me dire, ah, c'était vraiment trop bien la belle époque. Par contre, le souvenir que j'ai de ma discipline, celui-là, il est vraiment très bon. Parce qu'en fait, justement, je me souviens de ces moments extrêmement durs. Il y a plusieurs soirs où j'étais sur le vélo, j'en pouvais plus, j'étais vraiment au bout du bout. Mais en fait, j'ai pas lâché. Et c'est vraiment trop bien. En fait, je vais prendre un peu une métaphore qu'utilise David Goggins dans un de ses livres, qui est la boîte à cookies. En fait, plus vous allez accomplir de choses, en fait, c'est des souvenirs où vous avez accompli des choses, et il faut voir ça comme un cookie que vous mettez dans votre boîte à cookies. Et en fait, quand vous êtes devant un nouvel obstacle, et que vous vous dites, ah mais ça va être trop dur, comment je vais pouvoir faire, et bien là, vous pouvez plonger dans votre boîte à cookies et vous dire, t'as déjà fait ça. Et en fait, ça m'aide vachement parce que quand je veux me lancer des choses, des projets, ça paraît dur, je me dis, ouais, est-ce que je vais vraiment y arriver? Et en fait, d'avoir réussi ce truc-là, cette préparation, enfin, oui, j'estime quand même l'avoir réussi, même si j'avais pas le physique que je voulais à la fin, je me suis quand même, enfin, ce que je me suis imposé, c'était quand même très, très beau, on va dire. 7 mois sans repas libre, alors il y a eu des écarts, mais vraiment avec une discipline de zinzin sur 7 mois, je me dis, putain, j'ai été capable de ça sur une telle durée, avec une telle intensité, notamment à la fin. Euh, c'est ouf, quoi. Donc en fait, quand je veux me lancer dans des projets qui sont de la même hauteur, voire même moins grands, bah, je peux me dire, mais en fait, t'en es capable. Et ça, c'est vraiment très bien, je pense, pour sa vie future. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une prépa de bodybuilding, hein, mais là, je parle de manière générale. Essayer de gravir des obstacles, euh, voir se fixer des projets, y aller à fond, réussir, ou en tout cas se rendre compte de ce qu'on vient de faire et se dire ok, j'ai été capable de ça, je suis capable de ça, je peux le refaire, je peux faire des choses qui m'en demandent moins même. Et ça m'a. En fait, c'est ce que ça m'apporte de plus finalement.
même si je ne suis pas forcément satisfait du résultat, je suis très 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 content de la discipline et de la rigueur que j'ai su m'imposer durant tous ces mois. Donc voilà, je pense que je vais finir là-dessus. C'était quand même une très belle aventure. C'était très dur, mais c'était bien à côté. Euh, Si vous voulez vous lancer dans une compétition de bodybuilding, je ne peux que vous le recommander, mais prenez bien en compte tout ce que j'ai pu vous dire avant. Vous préparez à ce que ça va impliquer, parce que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mais si vous avez un bon environnement, que vous vous sentez prêt musculairement parlant, que vous êtes prêt à investir tout ce temps, toute cette énergie dans ce projet-là pendant des mois, et ben foncez, parce que ce sera trop trop bien. Et vous ne regretterez pas de vous être donné à fond pour un objectif, peu importe le résultat que vous aurez. Je vais pouvoir finir sur ces belles paroles. Si vous êtes intéressé par un suivi d'entraînement ou nutrition, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, adrien.delaroy. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions également sur ce podcast, si vous avez d'autres sujets que j'aimerais que j'aborde, excusez-moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'envoyer un message. Également, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur Spotify et un like sur YouTube. Merci pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut!